Bonjour à toutes, bienvenue dans cette masterclass Ionis sur le thème l'entreprise de demain. En effet, l'entreprise est aujourd'hui confrontée à différents défis, le défi technologique avec l'essor de l'IA, le défi écologique, générationnel, démographique, le défi RSE pour les entreprises. Et donc nous allons aborder ce sujet aujourd'hui avec mes invités, sujet qui nous concerne toutes et tous, générations confondues. Je vous présente sans plus attendre les invités de cette masterclass Ionis. Nous sommes d'abord avec Thierry Sebag, directeur général de l'ISG, qui fait partie de la conférence des grandes écoles. Bonjour Thierry. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Nous sommes également avec Caroline De Paoli, qui est directrice des programmes de l'ISG. Bonjour Caroline. Bonjour. Et avec Elliot Courtel, qui s'occupe du numérique et du digital à l'ISG. Bonjour Elliot. Bonjour. Alors, tous les trois, nous allons aborder ces différents sujets, comme on l'a dit. Je vais démarrer tout de suite avec une première question pour vous, Thierry. Alors, finalement, l'entreprise de demain aujourd'hui, l'entreprise de demain, c'est celle qui saura répondre à quel défi précisément? Déjà, vous dites l'entreprise de demain aujourd'hui. Vous voyez, Ouais. Deux mots. Nous préparons aux métiers de demain, mais les métiers de demain. Les métiers de demain, ce sont les métiers que nos étudiants, que nous formons aujourd'hui, lorsqu'ils sortiront dans 3 ans, eh bien, ils y seront préparés. Lorsqu'ils sortiront dans 5 ans, ils y seront préparés. Le monde aura encore changé d'ici là et nous nous y adoptons en permanence. Quels sont ces défis? Les défis sont naturellement des défis technologiques. C'est les défis de ces technologies. Alors, il fut un temps, on parlait beaucoup d'IoT, de ces systèmes d'information qui étaient embarqués. On a des téléphones avec soi, mais aujourd'hui, c'est le défi de l'intelligence artificielle. Et puis, c'est des défis aussi, vous l'avez dit, écologiques. Et comment est-ce qu'on fait transiter les modèles, les stratégies des entreprises en utilisant ces nouvelles technologies pour relever les défis sociétaux et environnementaux. Juste un ou deux exemples. On travaille avec de grandes entreprises, par exemple avec le cas de Philips, qui a utilisé ces nouvelles technologies pour passer d'une société, tout le monde connaît Philips, en pensant que Philips, ça fait de l'électroménager. Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, Philips, ça fait que de la santé parce que ça travaille sur la donnée et ça a été généré par l'intelligence artificielle, par la révolution de l'intelligence artificielle. Dans quelques semaines, on ira au Japon et on ira à la rencontre de Toyota qui expliquera comment l'intelligence artificielle, comment les nouvelles technologies ont transformé les modèles pour passer de l'automobile au métier de la mobilité durable. Parce que 95% du temps des véhicules, aujourd'hui, c'est du temps qui est du temps de stationnement. Autant dire, on produit des véhicules, mais que l'on n'utilise pas. Alors on se dit comment faire pour mieux les utiliser demain. Effectivement, tous ces défis, vous venez de les rappeler avec les partenariats de l'ISG. On va d'ailleurs en reparler tout à l'heure. Alors, vous avez parlé au début, Thierry, des métiers. Vous pensez donc que finalement, les métiers que l'on connaît aujourd'hui vont résister à ce qu'on pourrait appeler la troisième révolution industrielle? Alors, vous savez, dans quelques semaines, nous aurons la grande chance d'avoir avec nous le patron d'une très grande organisation syndicale. Et leur point, c'est de dire, demain, ce n'est pas la question de savoir s'il n'y aura plus d'emploi, la question c'est de savoir comment l'IA et ces transformations-là vont faire transformer les métiers. Demain, est-ce qu'on aura encore besoin de directeurs marketing? Oui. Est-ce qu'on aura encore besoin de gens qui travaillent dans la direction des ressources humaines? Oui. Dans des directions financières? Oui. Dans des directions de la communication? Oui. Simplement... C'est une bonne nouvelle. Oui. Mais la façon dont on va exercer nos métiers va être profondément changée. Vous utilisez aujourd'hui le pack office et dans ce pack office, vous avez déjà de l'intelligence artificielle, ça s'appelle Azure. Voyez. Et donc, si demain, vous ne savez pas utiliser, je pensais savoir utiliser Excel, mais quand on fait des cours d'Excel, eh ben, je m'aperçois que je ne savais plus utiliser Excel. On est d'accord. Tout le monde est un peu dans ce cas, je pense. Je crois qu'on est tous dans ce cas-là. Eh ben, ça, c'est les défis de l'intelligence artificielle. C'est comment est-ce qu'on forme à ces métiers demain. Alors, on a parlé effectivement du contexte global. Elliot, vous êtes en charge donc, du numérique et du digital. On a parlé des métiers qui vont rester. On aura des outils qui vont nous aider à continuer à exercer ces métiers. Est-ce qu'il y a aussi des nouveaux métiers qui sont déjà là aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a déjà plein de nouveaux métiers qui sont apparus grâce à l'IA. Ces nouveaux métiers, ils apparaissent dans des entreprises qui produisent de l'IA, mais aussi des entreprises qui l'utilisent au quotidien. Et ce qui va être peu à peu le cas de toutes les entreprises.
Aujourd'hui, le métier dont on entend le plus parler, c'est le prompt engineering. Oui. Le prompt engineering, effectivement, ça fait beau sur le CV, tout le monde arrive à situer parce que c'est OpenAI, c'est ChatGPT, mais il y a plein de métiers qui vont continuer d'apparaître, qui sont déjà apparus. Parce que l'IA, qui est la révolution actuelle, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. L'IA, aujourd'hui, c'est surtout un sujet d'alignement entre ce que exige, ce que demande un humain et ce que va pouvoir réaliser une machine. C'est aussi des questions d'éthique. Et enfin, tout ceci est réuni dans une boîte noire, ce qu'on pourrait comparer à une boîte noire. Et le sujet va être de comprendre cette boîte noire, d'en créer de nouvelles, et aussi potentiellement de borner cette boîte noire, qu'elle ne puisse pas aller trop loin. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions effectivement sur la conscience de ces boîtes noires. Où est-ce que ça va mener? C'est plein de métiers qui sont en plein développement et auxquels on essaye de s'adapter. Effectivement, ce sont des métiers d'éthique liés à l'intelligence artificielle dont vous parlez. C'est ça. Caroline, je m'adresse à vous à présent. On a parlé donc du contexte global, des défis, des métiers qui existent encore et qui vont probablement perdurer et des nouveaux métiers. Comment on fait avec toutes ces informations pour adapter un programme dans une école qui va former les cadres, les salariés de demain, les entrepreneurs de demain? Alors la première chose, c'est que je voudrais lever un doute. On parle de changement, de transformation des métiers et des compétences. On a encore besoin que les étudiants aujourd'hui soient formés aux métiers qui sont ceux de l'entreprise. On aura toujours besoin d'étudiants qui savent faire un budget, qui savent communiquer, qui savent vendre. Donc les compétences qui sont celles traditionnelles que l'on apprend dans une école de commerce, elles restent et on continue de les avoir. Ça ne révolutionne pas le cœur de ce qu'on fait dans une école de commerce. Par contre, ça vient changer, ça vient rajouter un besoin de formation. La première des choses, on est en train de dire depuis le début que le monde change, qu'il faut s'adapter. Et donc, on voit que dans les écoles aujourd'hui, on a besoin d'étudiants qui soient agiles et qui sachent faire face à des problématiques nouvelles qu'ils n'ont pas apprises. Et ça, on fait ça en introduisant des projets. Des projets tout au long de la scolarité qui permettent de s'entraîner à cette agilité. Et enfin, bien sûr, on forme les étudiants dans une école aussi de commerce à ces nouvelles compétences. La première de ces compétences, c'est la RSE. Donc on a des cours qu'on a introduits, qu'on ne trouvait sans doute pas il y a encore quelques années dans les programmes des écoles. Et puis bien sûr, tous les cours autour du numérique qui existent en tant que tels et qui existent aussi parce qu'ils sont intégrés dans l'ensemble des cours de gestion. Merci Caroline. Justement, vous avez introduit Elliot sur la partie numérique. Vous êtes donc en charge du numérique et du digital. Elliot, qu'est-ce qui a changé justement dans l'apprentissage, dans les programmes à venir? Qu'est-ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans votre partie donc numérique digital? Au sein de l'ISG, il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années. Aujourd'hui, on donne la possibilité aux étudiants de choisir à certaines périodes ce qu'ils vont étudier, en parlant de technologie bien sûr. Est-ce qu'ils vont se former, est-ce qu'ils vont se sensibiliser aux problématiques de la data pour se tourner vers du machine learning? On travaille avec des entreprises comme Dataiku, une licorne française très reconnue dans ce milieu-là. Mais on va travailler aussi sur des outils d'OpenAI là-dessus. On va travailler sur de la blockchain avec IBM. On va travailler sur de la cybersécurité avec Fortinet. Et donc, le but va être de sensibiliser les étudiants, de leur donner des soft skills et de la compréhension de ces domaines-là, puisque c'est des domaines qu'ils vont retrouver, peu importe le travail qu'ils auront, peu importe l'entreprise dans laquelle ils seront amenés à travailler dans les futures années. Et après, on a effectivement une transformation plus en profondeur, où on va donner aussi là du soft skill, de la compréhension, de la culture générale sur les sujets de demain, que ce soit de l'IA, mais aussi des sujets plus classiques qui seront toujours là demain, puisque l'IA n'éclipse pas tout. Ça va être les sujets, bon, je les ai déjà cités, mais de data. On va avoir des formations qui vont être faites sur l'ensemble de leur scolarité, que ce soit 3 ou 5 ans sur ces sujets-là. Merci Elliot. Vous avez parlé de l'IA. Je me permets Thierry de vous poser la question d'un peut-être futur partenariat. Je crois que vous allez emmener vos étudiants à Londres prochainement. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, on va les avoir déjà emmenés à Londres, on les aura déjà emmenés à Londres, puisque nous étions à Londres les 7 et 8 novembre. Et le 8 novembre, nous sommes allés à la rencontre d'OpenAI, puisque nous avons un très grand partenariat qui est signé avec OpenAI, qui va d'abord se traduire par un premier groupe test de 250 étudiants dès la rentrée de février, puis par un élargissement de ce groupe à 1 millier d'étudiants dès septembre 2025,
L'objectif de cela, c'est d'abord de faire du sur-mesure dans l'école. Vous arrivez, la question c'est comment est-ce qu'on suit les étudiants, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils aient les bonnes compétences et qu'ils aient les bons savoirs. Deux, notre question c'est comment est-ce qu'on leur fournit aussi, on appelle ça de la littératie à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'est-ce que vous devez savoir pour savoir utiliser correctement, on disait tout à l'heure, Excel. Vous pensez savoir utiliser Excel et quand je vous montre comment moi j'utilise Excel, vous dites aïe aïe aïe, je ne sais pas l'utiliser. On est d'accord. Voilà, l'IA c'est pareil. Et donc quand on se dit ça, eh ben, on va utiliser, je le dis aussi, nous serons la première école, nous avons d'abord été la première école en France à rentrer dans les locaux d'OpenAI à Londres. On est la deuxième école en France à avoir signé un partenariat. On sera la première école en termes d'acculturation aux enjeux de l'IA, mais aussi à l'utilisation de l'IA, à la fois à l'école. C'est une vraie révolution. Vous savez, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai fait travailler un petit groupe d'étudiants sur le plagiat et l'erreur dans de nombreux secteurs, parce que je trouvais que ça renvoyait à ce qu'on faisait à l'école. Est-ce qu'on a ou non le droit de tricher? Est-ce qu'on a ou non le droit de plagier? Est-ce que faire par un autre, quand bien même cet autre serait un numérique, serait autorisé ou pas? Voilà. Ça interroge dans tous les secteurs, ça interroge dans l'art, ça interroge dans la médecine, ça interroge sur la responsabilité. Absolument. Et tous ces sujets-là, nous les formons, parce que nous avons intégré ces éléments à la fois dans notre pédagogie, mais aussi dans la vision que l'on a sur l'éducation demain. Et ça, c'est quelque chose qui nous différencie de tout le monde. On a une vraie vision sur l'éducation, et cette vraie vision sur l'éducation que nous portons, on dirige tous les trois une école qui est une école de management, mais qui est consciente que nous faisons face à deux énormes révolutions qui vont ensemble, la révolution des technologies, la révolution de l'environnement. Vous faites allusion à l'article que vous avez publié, We Will Need School Tomorrow. C'est vraiment un article qui aujourd'hui est très, très pertinent dans ce contexte? Tout à fait, parce que quand on a commencé à l'école, on s'est dit est-ce qu'on aura encore besoin de l'école demain? Et très honnêtement, alors vous voyez, on a une vue qui est très claire dessus, c'est est-ce qu'on a encore besoin de l'école pour apprendre? Et nous, on a des étudiants qui nous disent ah, mais monsieur, enfin moi en tout cas, moi ils me disent monsieur, mais même si je ne suis pas complètement genré, mais bon, ils me disent monsieur, vous savez, pourquoi est-ce qu'on aura encore besoin d'apprendre l'anglais? Je n'ai pas besoin. J'ai un truc qui traduit en automatique. Je n'ai pas besoin d'apprendre le chinois. Ça traduit en automatique. Je n'ai pas besoin de savoir compter. J'ai une calculette. Je n'ai pas besoin j'ai pas besoin de savoir écrire puisque ça écrit pour moi. Alors quand on va là, on se dit ok, je n'ai pas besoin d'apprendre. Je n'ai pas besoin d'apprendre l'anglais. Je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de là. Finalement, est-ce qu'on a encore besoin de l'école? La réponse, elle est oui. Et elle est oui pour une bonne raison. C'est que ce qui fait la réussite professionnelle, c'est ce qui est un élément important quand ça vient à l'école, ça vient nous dire « Monsieur, vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui travaille dans ?» Et le mot, le verbe qui est utilisé, c'est « connaître ». Alors, les connaissances, ceux avec qui il faut mettre en contact, ça dépend de ce que vous connaissez. Dites-moi qui vous voulez connaître et je vous dirai ce que vous devrez connaître. Si vous voulez connaître des gens, il faut que vous sachiez les choses. Et si vous ne les savez pas, alors je ne vous le ferai pas rencontrer. Et ça nous fait travailler sur deux piliers très forts dans l'école. Vous voyez, je vous ai dit, le 7 et le 8 novembre, on a organisé un énorme road trip. On est parti à Londres, on est allé à l'ambassade de France, on est allé chez KPMG. Le lendemain matin, on est allé chez OpenAI, on a terminé chez Schneider Electric. Dans quelques jours, on part au Japon. Et on sera chez Toyota, on sera chez Shiseido, on sera dans de grandes entreprises japonaises. On leur dit à nos étudiants, si vous voulez venir, nous ne vous ferons pas partir si vous ne savez pas des choses. Ils veulent rencontrer du monde, ils veulent connaître des gens. Et nous, on leur dit, dites-nous que vous voulez connaître et on vous dira pourquoi vous devez savoir. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et donc notre boulot, c'est de dire finalement, vous voyez derrière tout ça, eh ben, ce qu'on a parfaitement intégré, on parle des différences entre les générations, je crois qu'il n'y a pas de différence entre les générations, on apprend tous qu'à une et une seule condition, c'est qu'on ait des objectifs qui soient clairs
C'est quoi un objectif? C'est quelque chose qui est précis et avec une date. Si je vous demande si vous apprenez aujourd'hui le farsi, peut-être que vous me répondez à 99% non, et vous n'apprenez pas le farsi, voilà, qui est la langue que l'on parle. En Iran. Vous n'apprenez pas le farsi pour une bonne raison, c'est que demain matin, enfin dans 2 mois ou dans 3 mois, vous n'avez pas décidé d'aller y vivre, d'aller y travailler, d'aller y étudier, ou parce que vous n'avez pas décidé de vous marier, ou que vous n'avez pas une partie de votre famille qui est iranienne. Mais si demain je vous dis, vous voyez, je change de registre, je vous dis, demain vous partez avec moi au Japon. Ah, vous dites, ah là là, même si c'est baragouiné, il va falloir quand même que je sache dire 2 mots en japonais. Bonjour, merci, au revoir. Ohayo gozaimasu. C'est tout ce que j'ai appris en japonais. Mais je l'ai appris pourquoi? Parce que je sais que je vais partir. Donc je n'apprends qu'à une condition, c'est que j'ai un objectif et une date. Et donc nos étudiants qui partent sur les métiers de l'IA, on leur dit, si vous voulez venir avec nous chez OpenAI, ce qu'on a fait, et on repartira en janvier, on sera chez JP Morgan, et on sera chez IBM, et on sera chez Coinbase. Et ça, c'est réservé à nos étudiants. Et seulement à nos étudiants. Merci Thierry. Juste, vous avez évoqué plein de sujets, de questions auxquelles qu'on voulait poser. C'est très intéressant. Vous parlez d'un sujet dont on n'avait pas parlé à la base. C'est la question de la culture. Finalement, on peut avoir n'importe quelle IA. Quand on va s'adresser à un Japonais, et le Japon est un très bon exemple puisque c'est un pays qui a des mœurs et une société qui est totalement différente avec la nôtre, la machine ne peut pas remplacer le respect, l'intégration de la culture, de comment se présenter, etc. Et ça, en effet, ce genre de voyage avec vos étudiants, ça va aussi leur permettre de comprendre que si on doit collaborer dans des entreprises qui sont présentes partout dans le monde, comme Shiseido, comme Toyota, il faut aussi savoir comment fonctionne la maison mère, le siège qui peut être situé en Corée, au Japon, aux États-Unis, même si on a une culture occidentale, c'est quand même très différent. Caroline, on parlait aussi de l'envie de donner du sens. Thierry a aussi abordé cette question. Ça vous pose question justement, le sens aux étudiants, comment est-ce qu'ils peuvent se gratifier d'un travail qui peut demain être fait par la machine? Exactement, on parle de sens dans le sens à quoi ça sert d'apprendre, mais en entendant ce qu'on disait, la question se pose aussi pour le sens du travail. Si c'est une intelligence artificielle, si c'est un prompt qui produit ce que l'entreprise me demande de faire, à quoi sert mon engagement, à quoi sert mon travail? Et ces questions-là, je pense qu'il faut qu'on fasse confiance aux jeunes pour trouver des réponses. Parce que toutes les générations ont eu des bouleversements et la génération d'aujourd'hui n'y fait pas exception. Mais la notion de recherche de sens, elle est sans doute complètement transformée par l'intelligence artificielle. Parmi les pistes, on peut imaginer on parlait de défis environnementaux, de défis sociétaux, d'éthique, qu'on puisse aussi trouver une quête de sens, pas tant dans la production d'un projet, d'un budget, d'un plan de communication, mais dans la valeur plus large que ce qu'on produit peut avoir. Et après, dans le développement, exactement, ou dans le développement des compétences. On parle depuis tout à l'heure du fait que les compétences sont amenées à évoluer, que ce qu'on faisait il y a 5 ans, ça n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et le sens peut être donné aussi dans cette notion d'apprentissage permanent. Après, chacun trouvera le sens qu'il veut y donner. Et nous, bien sûr, dans les écoles, notre mission, c'est d'accompagner les étudiants dans la construction de ce sens. Est-ce qu'on peut aussi revenir sur le partenariat RSE que vous avez avec UNPRMI ? Bien sûr, c'est une initiative des Nations Unies auquel j'ai adhéré depuis l'année dernière, qui rassemble dans une communauté unique les établissements d'enseignement supérieur autour de l'intégration des objectifs du développement durable des Nations Unies dans la formation. On forme des jeunes qui un jour seront des managers, des leaders, et donc c'est comment ils ont une acculturation, tout à l'heure on parlait de littératie environnementale, sociétale, éthique, et comment ça, ils vont être capables de l'intégrer et de transformer les pratiques dans l'exercice de leur métier, quel qu'il soit. Merci Caroline. On a une question aussi. Thierry, tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement Toyota notamment et Philips. Vous êtes partenaire d'autres entreprises qui, elles aussi, ont dû changer leur modèle économique, ont dû anticiper tous ces bouleversements pour survivre, en fait, pour être pourvoyeuses d'emplois, etc. Est-ce que vous pouvez donner l'exemple de Shiseido et peut-être un autre exemple plus en détail ? Alors oui, effectivement, on a des entreprises aujourd'hui qui
ont transformé leur modèle. Certains, on a eu l'occasion de les écouter. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Quand vous avez le directeur des relations institutionnelles du groupe Philip Morris, grand cigarettier, c'est très mal. Hein. J'étais gros fumeur, mais maintenant je ne suis plus. Mais j'ai des regrets quand même. Et quand on les écoute, aussi dingue que ça puisse paraître, eh ben, aujourd'hui, ils font du lobbying pour transformer le Japon profondément. C'est un de leurs grands marchés. Et ils militent, ils font du lobbying pour interdire la cigarette au Japon. Alors, vous dites, mais Pourquoi? Oui, en vrai, c'est qu'il y a une modification de leur business model et ils se disent, ben, nous, au lieu de fabriquer des produits qui se fument à base de tabac, on va fabriquer d'autres produits qui procurent du plaisir. Et on se dit, bah, vous voyez, finalement, ce qu'on vend, c'est plus du tabac, mais ce qu'on va vendre, c'est autre chose. Et puis, petit à petit, progressivement, eh ben, tiens, si ça avait été une autre entreprise, je ne vais pas tout dévoiler de chez Philip Morris, mais ça avait été une autre entreprise, eh ben, du tabac, ça se met à vendre du vêtement, ça s'appelle Marlboro. Hein, ah bah oui, voilà. C'est vrai que je n'avais pas pensé. Et puis, ça faisait du tabac, et puis ça peut faire des voitures, et puis ça peut faire encore d'autres choses. Et puis, on se dit, mais je n'avais pas pensé que c'était tout ça finalement. Et toute la question pour eux, c'est comment est-ce qu'on transforme un business model qui, en plus de ça, est sujet à des modifications dans les tendances de consommation. Les gens veulent moins consommer. Tiens, vous voyez, typiquement, puisque vous parlez de ces partenariats, on a eu l'occasion d'organiser au tout début de l'année académique un road trip en Champagne. Un road trip, si on part quelques jours, 2 jours, et on est parti à la découverte des métiers du Champagne sur le domaine de Pierre-Emmanuel Tétinger. Magnifique. Et quand on fait ça, l'un de leurs sujets, c'est qu'il y a une baisse en France, mais dans le monde aussi, de la consommation d'alcool. Depuis 1960, en France, une baisse de la consommation d'alcool de 70%. Vous fabriquez du vin fermenté, enfin, en quelque chose en tout cas qui a fermenté, comment est-ce que vous répondez à une demande d'une partie de la population qui ne veut pas boire? Elle est enceinte, elle est malade, pour des raisons religieuses, pour d'autres raisons. Tout ça change. Et les goûts changent. Tiens, est-ce que vous savez qu'on fabrique du champagne avec du sucre? On rajoute du sucre de canne dedans, oui. C'est pour ça qu'on a payé des champagnes qui sont non dosés. Thierry, une question sur les générations. Aujourd'hui, il y a des experts dans leur domaine, il y a des personnes, des salariés, des entrepreneurs qui ont une expertise, qui sont des seniors ou qui sont dans un métier qui n'existera peut-être différemment, en tout cas demain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce défi de finalement que ces générations différentes travaillent ensemble et qu'on n'ait pas l'impression que les jeunes disent bah, « toi, tu es un boomer, moi, je sais comment tout fonctionne, ton métier est has-been, ton expertise ne m'intéresse pas ». Comment on fait pour que les experts d'aujourd'hui soient acteurs de cette transition, de ce changement avec les jeunes générations? Je vais commencer juste avec presque une parabole. Vous savez, le défi que vous évoquez, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte pour que dans ce moment de révolution qui semble soudaine, immédiate et où tout va tourbillonner en un instant, que du jour au lendemain, voilà, tout disparaît, on change tout, on balaye tout et une nouvelle ère apparaît. Un peu comme si, vous savez, c'est pour ça que je vous dis une parabole, un peu comme si on était en train de monter, de grimper une montagne russe. On arrive tout en haut, on voit le truc vertigineux, on se dit « Oh, on va tous mourir !» Vous voyez le truc? Ben voilà, c'est « Oh, on va tous mourir !» Alors comme on ne va pas tous mourir tout de suite, ben on va attendre un peu. En réalité, la transition, les transitions, même lorsque l'on a de très fortes révolutions, elles ne se produisent jamais en cassant tout de suite. D'abord parce qu'il y a l'histoire, parce qu'il y a des métiers qui continuent d'exister, et donc tous les métiers se transforment progressivement. Ça se transforme progressivement, et alors vous dites, ok, moi je faisais mon métier, j'avais pas le pack office, j'ai le pack office, et donc je demande des formations à Excel, je demande des formations à Word, je demande des formations à aujourd'hui, plus personne ne les prend ces formations, ou presque, sur Excel encore un peu. Mais on voit tout ça se modifier au fur et à mesure. Les métiers de dans 30 ans,
Personne ne les connaît. Et vous voyez, tout ça c'est de la science-fiction pour une bonne partie. Il y a une blague qui disait il y a quelques années, dans les années 60, on pensait tous que l'on allait voler dans des voitures volantes ou se déplacer dans des voitures volantes. Et au final, la révolution a accouché de Twitter qui se finit en 280 caractères. Et la révolution, elle est là. C'est que vous vous dites, OK, on a le potentiel de... OK, peut-être dans 40 ou dans 50 ans, mais demain, on continuera d'avoir besoin, comme le disait Madame de Paoli, d'avoir des gens qui devront savoir compter, écrire, lire, qui devront savoir faire un budget, qui devront savoir parler, qui devront savoir faire du réseau, qui devront savoir aussi présenter. Tout ça, on l'apprend, bien entendu avec des outils. Bien entendu, les outils changent. Et un des outils qui change, c'est qu'aujourd'hui, la grande révolution, au-delà de tout ce qu'on dit, c'est quand même la révolution de la mobilité. Cette révolution de la mobilité fait qu'on doit pouvoir aujourd'hui apprendre à partir de son téléphone, à gérer des humains qui peuvent télétravailler avec leur téléphone. On doit gérer des données qui sont accessibles à partir d'outils qui sont embarqués sur nous. Vous avez peut-être une montre connectée, vous avez forcément un smartphone, je n'en doute pas. J'ai un smartphone. Vous avez un smartphone, voilà. Et généralement, c'est qu'à partir de 80 ans qu'on a le téléphone qu'avec 4 touches. Il n'y a même plus besoin des numéros, il y a juste 4 touches, papa, enfin le fils, les urgences médicales, et puis les pompiers et éventuellement la police. Voilà. Et donc quand on a ça, on se dit, OK, il y a une révolution, on s'y fait progressivement, et finalement, on apprend, on se dit, est-ce qu'on aura encore ces métiers-là demain? Demain, oui. Dans 10 ans, je ne sais pas. Et vous voyez, notre métier dans l'école, c'est de faire en sorte que on prenne les révolutions step by step. Il y a 10 ans de ça, je vous aurais dit, aujourd'hui, on a des entreprises qui nous demandent à quoi ressemblera le magasin de demain. C'était le cas d'Adidas avec qui on avait travaillé. Et puis, 4 à 5 ans après, est arrivée la question de comment est-ce qu'on gère la relation omnicanal. Ça paraît un truc de vieux de dire omnicanal. C'est-à-dire comment on fait en sorte que les gens qui viennent dans le magasin, comme ils étaient en même temps en train de regarder sur leur smartphone, comment est-ce qu'on gère les deux en même temps? Et aujourd'hui, on a la question de comment est-ce qu'on intègre l'intelligence artificielle. Donc c'est une question de plus pour vous. C'est une question de plus et on les intègre au fur et à mesure. Ça change les métiers au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de directeur marketing, mais aujourd'hui, impossible de faire votre poste de direction marketing si vous n'avez pas une connaissance des outils technologiques et de comment les données sont diffusées sur le net. Impossible de faire votre métier de directeur financier. Vous voyez, en janvier prochain, on sera au Palais Brognard sur un thème qui est la finance responsable. Et il est aujourd'hui impossible de faire son métier de banquier si vous n'avez pas en tête les enjeux de responsabilité sociale des entreprises. On était, je le disais tout à l'heure, chez Pierre-Emmanuel Tétinger, la question de l'usage de l'eau et de l'usage des sols, de la surexploitation de l'eau et du gaspillage du sol, de l'eau et de l'ensemble des produits qui font qu'éventuellement on va s'interroger sur le recyclage des bouteilles, entre autres choses. Tout ça, vous voyez, ça a transformé l'ensemble des fonctions. Alors, forcément, on l'intègre au moment où c'est des enjeux. Peut-être que demain, ces enjeux n'existeront plus. Est-ce que, pour les étudiants qui ont commencé, qui vont être diplômés cette année et qui ont commencé il y a 5 ans, le cursus était le même? Non. Mais nous, on l'a fait JT. Je vais juste donner un chiffre. 50% de nos crédits ECTS, les crédits qui nous permettent de valider une formation, c'est ça un crédit ECTS, 50% découlent d'applications concrètes qui sont, on appelle ça des mises en situation, données par les entreprises. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a dit il n'y a plus 100% de cours, mais il y a 50% de mise en situation? Parce que ces mises en situation, c'est le moment où les entreprises nous disent c'est de ça dont on a besoin. Donc c'est à ça qu'il faut les former. Et avec nos outils. Et alors nous, on vient, on les écoute, on dit bah, très bien, on a entendu, et donc on les met en situation 2. Est-ce que les cours existent? Non. Non, parce que c'est des nouvelles problématiques. Donc personne n'a encore écrit dessus. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Personne.
et à commencer par les entreprises. Elles ont une injonction de devoir faire, alors elles font, mais elles font avec des gens qui se disent « bon, on devrait peut-être faire comme ça ». Et alors on se regarde tous, vous savez, on se dit « comment ils font les autres ?» Alors on appelle ça la veille concurrentielle. En vrai, ça s'appelle tricher. Hein, parce que veille concurrentielle, si le copain là dans la salle, il... « ah mais non monsieur, j'ai pas triché, j'ai fait de la veille concurrentielle, j'ai regardé ce qu'il a écrit. Et si je pouvais pas l'améliorer ?» Alors on fait ça. Non, surtout tu ne me copies pas si c'est simplement pour faire mieux que ce que j'écris moi. Okay, mais on fait tous la même chose. Merci Thierry. Avant de conclure cette masterclass, juste un mot, un take-off message pour les étudiants qui vont regarder ou les chefs d'entreprise qui vont regarder cette masterclass. Caroline, juste en quelques phrases, un message que vous aimeriez qu'on retienne. Un message qui est peut-être paradoxal parce qu'on a parlé pendant longtemps d'intelligence artificielle, de technologie. Et en fait, je pense que ce qui reste, c'est que le futur, c'est l'humain. C'est comment l'humain va utiliser la technologie et comment l'humain va continuer de maîtriser et trouver sa place dans un monde de plus en plus imprégné de technologie. Je pense que c'est un message d'espoir envers les entreprises, mais surtout envers nos étudiants. Merci Caroline. Elliot, un petit message, take-off message. Je vais suivre Caroline là-dessus. L'important, c'est l'humain. L'IA ne remplacera pas. L'IA, c'est un vecteur d'accélération qui a pour but, à tout prix, d'aider l'humain, d'aider les entreprises et d'aider ce qu'on entreprend dans tous les cas. Merci Thierry. Le mot de la fin, rapide. Le mot de la fin, rapide. Ah, je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit, mais avec une citation. Hasta la vista, baby. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle masterclass Ionis. À très bientôt.